Bonjour, merci de suivre cette émission. La situation est toujours aussi dramatique en Ukraine et aujourd'hui, c'est comme d'ailleurs la semaine dernière, Christian Macarian qui est venu nous en parler. Merci beaucoup Christian. Je vous en prie. Merci pour les lumières que vous allez nous apporter sur cette affaire extrêmement complexe. J'espère Alors pouvoir. on pourrait peut-être commencer par l'aspect diplomatique parce qu'il y a quand même... des rumeurs de négociations, plus que des rumeurs, puisque le porte-parole du Kremlin a dit que les discussions étaient en cours. Qu'en est-il ? Alors, ce qu'il en est, c'est que la jonction dramatique entre les opérations militaires sur le terrain et les rapprochements diplomatiques sont étroitement liés. C'est-à-dire que pour les Russes, il n'est pas question d'un cessez-le-feu pour discuter, mais de discuter avant le cessez-le-feu. Donc les manœuvres militaires se poursuivent, très souvent au détriment des populations civiles qui souffrent de plus en plus terriblement des bombardements russes sur les villes. Et pendant ce temps, les Russes font avancer leurs conditions. Pour ce que l'on en sait, ces conditions évoluent peu à peu. Par exemple, les Ukrainiens qui étaient crispés sur la question de l'OTAN pourraient aujourd'hui lâcher sur ce point et admettre que, comme l'a dit le président Zelensky, l'adhésion à l'OTAN n'est plus une priorité. Et de toute façon, il est facile pour Zelensky de dire que lui le souhaite toujours, mais que les Occidentaux ne le souhaitent pas. Donc, d'une certaine manière, on tend la perche et on aide Zelensky en fermant toujours la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Ça permet à Zelensky de dire que la question de l'OTAN n'étant plus à l'ordre du jour, on peut la retirer des négociations. Donc sur ce point, il fait une concession. Il peut aussi y avoir une concession sur les territoires de l'Est qui, d'après les accords de Minsk, devaient faire l'objet déjà d'une forte autonomie qui ne leur a pas été nécessairement accordée. On n'a pas suffisamment dit que finalement c'était du côté, précisément, enfin pas Zelensky, mais du côté ukrainien, aux Ukrainiens qu'incombait la faute de l'échec de ces accords. Oui, parce qu'ils auraient dû, à la lettre de cet accord, s'il avait été respecté, ils auraient dû accorder une plus forte autonomie à Donetsk et à Lugansk, ce qui aurait peut-être évité la guerre au passage. Et que, évidemment, la droite du Parlement et le camp nationaliste s'y est opposé, mettant Zelensky dans une sorte d'étranglement, parce que si Zelensky avait concédé tout seul aux Russes, il aurait été qualifié de traître, c'est évident. Que Zelensky a aussi besoin de la Rada, donc la Chambre, le Parlement ukrainien, pour gouverner. Il ne peut pas s'en passer complètement. Donc, pour revenir sur les négociations diplomatiques, il y a d'autres points beaucoup plus délicats. Par exemple, la Crimée, il est très difficile. Noir sur blanc, les Russes exigent qu'en quasiment une ligne, l'Ukraine reconnaisse qu'elle est à jamais russe, point final. C'est quand même assez abrupt comme exigence, comme formulation. Et il est très difficile pour les Ukrainiens de l'avaler de cette manière-là. Mais les diplomates, là, pardon de vous interrompre, mais on peut faire confiance aux diplomates pour trouver des formules extrêmement alambiquées, reportant la décision. Oui, on peut leur faire confiance. Mais ce qui est terrible, c'est que chaque heure qui passe produit plus de morts civiles. Puisque pour les Russes, la pression continue de s'exercer alors même que des négociations ont lieu. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais imaginons qu'on soit réunis dans un bureau et qu'on doive discuter l'un et l'autre des intérêts de notre peuple ou de notre nation et que mon peuple soit écrasé de bombes, ce qui soulèverait mon indignation absolue. Ça ne me donnerait absolument pas envie de négocier avec vous et ni de vous faire plaisir en aucune manière, puisque je vous tiendrai pour un véritable criminel. Oui, mais si j'augmente la pression, vous commencerez à penser que votre famille va être menacée et qu'il vaut mieux signer avant que je n'augmente encore la pression, non ? Voilà, vous venez parfaitement de montrer à quel point vous avez une pratique diplomatique très chevronnée, cher Bernard, puis c'est exactement comme ça que les choses se posent. Il va falloir quand même qu'à un moment, on arrête, qu'on soit au moins sorti du schéma d'escalade. Pour l'instant, on est toujours dans l'escalade. Il y a une escalade verbale, il y a une escalade sur le terrain. Par exemple, les Russes ont frappé ce matin Lviv, dans l'ouest du pays, non loin de la frontière polonaise. Ils ont frappé une base aérienne qui était là.
Et c'est une manière de dire quand même clairement que même très loin du Donbass, et à tout moment, en toutes circonstances, l'armée russe peut frapper. En l'occurrence, il s'agit de missiles de croisière qui auraient été envoyés, nous dit l'armée ukrainienne, à partir des navires russes qui se trouvent en mer Noire. Mais enfin, ce n'est pas plus rassurant pour autant. Ça veut dire que les Russes peuvent frapper à tout moment, en tout point du territoire ukrainien. Et ça, c'est une manière aussi d'écraser les négociations afin que les Ukrainiens soient obligés d'accepter quasiment l'inacceptable. Et alors sur le terrain, on a beaucoup dit au début que les Russes, que l'armée russe était mal organisée, que l'action de la résistance ukrainienne, de l'armée ukrainienne, était très efficace contre les troupes russes, que c'est pour ça qu'elle n'avançait pas. Est-ce que c'est la réalité ? Alors, la réalité est complexe, franchement complexe. Pour beaucoup de militaires et d'experts, il y a un étonnement qui n'est pas achevé. Un étonnement devant le caractère peu performant de l'armée russe. On pense que tout ce qui se déroule à l'heure actuelle laisse croire au fait qu'il y avait un plan A, qui était un plan ultra rapide d'une durée d'une semaine, qui consistait à tout concentrer sur Kiev, la capitale, à faire tomber Kiev en l'étouffant, et en prenant l'aéroport de Gostomel, qui se trouve à 60 km au nord de Kiev. À partir de cet aéroport, on faisait un pont aérien avec la Russie pour alimenter les troupes en vivres, en matériel, en munitions, en tout ce qui était absolument nécessaire, pour d'un coup sauter sur Kiev, s'emparer de Kiev, ce qui aurait peut-être dispensé, dans ce plan A, la nécessité de prendre toutes les autres villes, et de faire cette bataille des villes atroce à laquelle on est en train d'assister. Or, visiblement... Enfin, c'est pas vraiment, une bataille des villes, puisque les troupes russes, c'est une bataille à distance. Les troupes russes ne se risquent pas à pénétrer dans les villes, pour ne pas subir trop de pertes. Enfin, néanmoins, à l'approche des villes, il y a des points de résistance. Bien avant d'arriver dans les faubourgs, en direction des villes, le long des routes, il y a des points de résistance de l'armée ukrainienne et il y a des fortes pertes russes. Nous ne savons pas, mais nous sommes tributaires des sources, par exemple, américaines, qui annoncent la possibilité d'un minimum de 7000 hommes perdus par les Russes. Évidemment, les Ukrainiens, eux, parlent de 12 000 ou 13 000, ce qui est visiblement beaucoup moins crédible, et les Russes, à leur tour, parlent de milliers et de milliers de pertes chez les Ukrainiens. Bon, tenons-nous-en, par exemple, au renseignement américain, qui fait état environ de 7 000 hommes. Si c'est vrai, c'est beaucoup. Il faut rappeler que l'armée russe, dans son ensemble, regroupe 150 000 hommes, à peu près. Sur place. Sur place. Que sur ces 150 000 hommes, il faut en retrancher 50 000 pour le fonctionnement des armées, la logistique, etc. Ça fait 90 000 combattants. Donc presque 10% auraient été... À ce moment-là, si on prend le chiffre de 7 000 morts au sérieux, ce que moi, je ne me hasarderai pas à faire, mais je cite une source américaine, à ce moment-là, effectivement, c'est important comme perte, mais très important. Donc on voit qu'il y a une seule certitude qui ressort de ce brouillard d'informations contradictoires. Et ça devient une vraie certitude. C'est que l'armée russe n'est sûrement pas à la parade. Elle n'est sûrement pas à la fête. Et elle n'est sûrement pas en situation de pavoiser. Ce qui expliquerait pourquoi cette façon d'écraser les villes, façon Alep ou façon Grozny, avec cette cruauté extrême vis-à-vis des populations civiles, est finalement l'ultime recours de l'armée russe pour arriver à une sorte d'épuisement, de démoralisation des Ukrainiens. Oui, mais ça suppose une certaine longueur de temps. Oui. Et ça suppose de jouer avec le temps. Peut-être que les Russes ont le temps pour eux, encore que la pression internationale n'arrange en rien leurs affaires, mais les Ukrainiens ont démontré, là c'est la deuxième leçon, après leur extraordinaire résistance, qu'ils étaient capables de tenir dans le temps aussi. Donc on est allé d'une initiative dans
l'horizontalité, l'étendue sur la carte, à une initiative maintenant dans la profondeur, à une guerre dans la profondeur. Et c'est terrible. C'est-à-dire le taux de destruction d'une ville, par exemple comme Mariupol, devient très élevé. Et entrer comme ça dans la profondeur, pour les Russes, on voit bien, c'est le schéma type Alep, mais pour les Ukrainiens, c'est douloureux et ça fait appel à un taux de résistance encore plus élevé. Pour l'instant, assez admirablement, les Ukrainiens relèvent le défi. Et alors, en ce qui concerne l'activité diplomatique internationale, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu aujourd'hui l'entretien téléphonique entre le président des États-Unis, Biden, et le leader incontesté, sinon dictateur, Xi Jinping. Le président à vie. Oui, président à vie. Et qui, d'après ce que j'ai compris, a adopté un ton extrêmement pacifique, modéré, de son côté. On ne sait pas exactement ce que le président Biden lui a dit, mais est-ce que les choses peuvent évoluer dans la relation Il est certain que le schéma long qu'on vient d'évoquer n'est pas dans l'intérêt de la Chine. La Chine se serait très bien satisfaite d'une victoire rapide et à plate couture, une victoire incontestable de la Russie sur l'Ukraine. Parce que, quoi qu'on dise, la Russie est l'allié indéfectible de la Chine dans le contexte actuel. Maintenant, si ce conflit dure et s'embourbe et s'enlise et produit un désastre économique global, comme d'ailleurs Poutine l'envisage, parce qu'une des idées de Poutine, c'est de mettre fin à la mondialisation, et oui, pour la remplacer par un règne dont on ne sait pas très bien ce qu'il serait, mais un règne dans lequel la Russie aurait plus de poids que dans la mondialisation actuelle, dans laquelle, honnêtement, la Russie n'a pas beaucoup de poids. Donc là, la Chine pourrait trouver ça très contrariant. Mais il y a une espèce d'ambiguïté chez les Chinois, depuis le début d'ailleurs. À l'ONU, ils s'étaient abstenus, ce qui n'était pas d'une grande... comment dirais-je, solidarité avec la Russie, mais pour autant, verbalement, les Chinois s'étaient déclarés totalement du côté des Russes et derrière les Russes et sans aucune nuance. Donc il y a en permanence une sorte de double langage chinois qui indique quoi? Il indique que la Chine n'aime pas ce contexte. Parce que la Chine était dans un duo avec les États-Unis jusqu'à cette affaire d'Ukraine, qui lui était profitable, c'était un bras de fer avec Biden. La Chine se sentait assez forte. Et là, cette triangulation avec la Chine au milieu produit un basculement qui n'est pas tout à fait du goût et dans les intérêts de la Chine. Ce que Biden surtout a voulu dire aux Chinois, c'est ne vous avisez pas d'aider les Russes de façon trop visible et tapageuse. Ne leur donnez pas une aide qui puisse être décisive contre l'Ukraine. Que les Chinois aident les Russes, ça paraît inévitable financièrement, à travers des acheminements de matériel, de marchandises, voire de vivres qui vont manquer à la Russie. Là, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Mais de là à livrer des matériaux beaucoup plus sensibles de type offensif qui permettraient à la Russie de l'emporter contre l'Ukraine, je pense que les États-Unis ont su faire comprendre aux Chinois qu'on changerait là de dimension. Les Chinois tenaient à leur relation avec l'Ukraine, semble-t-il, qui était importante. Oui, elle était importante. C'est un énorme client de l'Ukraine pour beaucoup de choses, en particulier les denrées alimentaires, le blé, le tournesol, mais pas seulement, pour des métaux, pour de la métallurgie, pour de l'énergie, il y a beaucoup de choses. La Chine a une espèce d'équilibre à conserver. Oui, mais la façon dont Poutine a conçu l'opération de manière générale prive la Chine de cette position d'équilibre et l'oblige à choisir clairement, à opter pour la Russie, en faveur de la Russie. Donc, la façon dont Xi Jinping va, à partir de maintenant, se comporter à l'égard de Vladimir Poutine va être tout à fait décisive pour la suite des opérations, parce que derrière les États-Unis, il y a aussi l'Europe, qui est un énorme client et un énorme fournisseur aussi de la Chine. Que pensez-vous de la manière dont le président Zelensky agit en ce moment, c'est-à-dire qu'il
réclame davantage d'aide, davantage d'armes. Il n'adopte pas vraiment un ton de conciliant qu'on aurait pu attendre, le ton de quelqu'un qui souhaite mettre rapidement fin à la guerre et négocier. Zelensky a, dans un premier temps, étonné le monde entier par sa capacité de résilience et par le fait qu'il a remporté clairement la bataille de la communication. Ouais. Il a écrasé les Russes sur le plan de la communication. Écrasé. Mais il y a un revers, c'est qu'aujourd'hui, il doit maintenir la qualité de sa communication très haute pour mobiliser les troupes. Parce que c'est la seule manière qu'il a. Il ne peut pas se présenter sur le front devant ses troupes, les inviter à résister, etc. Il ne peut que leur envoyer des messages vidéo ou bien sonores, audio. Pour cela, il faut qu'il soit d'abord en vie et en bonne santé. Donc il doit se préserver. Mais il doit aussi donner des gages à ses troupes pour essayer de les rendre encore plus combatives ou tout aussi combatives. Et parmi ces gages, c'est le soutien du monde entier. Il y a le soutien du monde entier. Si Zelensky pouvait dire à ses troupes, regardez, l'Union européenne nous donne ceci ou cela, ça l'aiderait. Or, l'Union européenne vient encore de décider d'augmenter son aide financière. Je pense que Zelensky utilise tous ces arguments pour galvaniser ses troupes et les garder solidaires et mobilisées. Mais il est certain qu'il est dans un corner. Zelensky est dans un corner où l'ont placé les Russes. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'attend quand même le monde entier, les Occidentaux en tête, c'est que Zelensky négocie. Oui. Et non pas que Zelensky héroïse. La partie héroïque, elle est faite. Elle est accomplie et elle a été versée à son crédit. Maintenant, ce qu'on attend de Zelensky, c'est qu'il arrête l'effusion de sang. Et il y a un moment où, si vous voulez, l'héroïsme va se heurter aux pertes civiles. Et il va y avoir une contradiction entre avoir une attitude digne, héroïque, et avoir une attitude de quelqu'un qui épargne des vies humaines, les vies humaines de son propre peuple. Et ça va être assez cornélien, mais on est dans cette phase-là. Le seul moyen d'arrêter l'effusion de sang, du sang ukrainien, c'est de conclure un accord. Ouais. Si j'ai bien compris ce qu'a dit le président Erdogan après son entretien téléphonique avec le président Poutine, c'est que Poutine ne serait pas opposé à une discussion en direct avec Zelensky, alors que jusqu'à présent, il se refusait à cette hypothèse. C'est une nouveauté, et ça, il faut reconnaître que voilà une victoire de Zelensky, d'avoir obtenu ça. Ouais. Parce que Poutine méprisait Zelensky, qu'il n'avait aucune considération pour lui, et qu'il ne voulait pas le voir. Zelensky a supplié Poutine, au début du conflit, même avant, a supplié Poutine pour le voir, pour le rencontrer et essayer de discuter avec lui. Poutine a refusé. Là, le fait que Poutine y consent, ou il consentirait, restons conditionnels, parce que c'est quand même Erdogan qui dit ça, donc peut-être que Poutine l'a dit à Erdogan, mais que Poutine en direct ne le reconnaîtrait pas. C'est ce que Poutine a fait à Macron. Il a laissé entendre à Macron qu'il y aurait une possibilité de désescalade, et sitôt que Macron a parlé de désescalade, le porte-parole Dmitri Peskov a dit qu'il n'était pas question de désescalade. Donc il y a quand même une bataille des mots, une façon dont Poutine se joue de tous les grands dirigeants de ce monde, qui est quand même très spécifique, très propre à Poutine. D'ailleurs, on ne voit absolument pas où ça le mène. Ça le mène à un isolement. Lui aussi dans un corner. Hein. Ah, lui, il est plus que dans un corner. Lui, il est dans un cachot qu'il s'est choisi lui-même. Je ne vois pas comment il peut sortir d'une situation dans laquelle il s'est situé, dans laquelle il s'est retrouvé de son propre fait. Et il a mis son pays aussi dans une situation économique qui va être de plus en plus catastrophique. Imaginez que demain, il puisse y avoir, dans 2 ans, Bernard, par exemple, dans 3 ans, dans 2 ans, un forum international consacré aux questions si neutres d'environnement, qui nous mettent tous d'accord. Et que Vladimir Poutine y serait, parce qu'il faut que la Russie soit à la table d'une discussion sur, par exemple, les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien à ce moment-là,
est-ce qu'on imagine que dans 2 ans, en 2024 ou même en 2025, on puisse serrer la main de Vladimir Poutine et dire « Tiens, cher ami, asseyez-vous, nous allons parler des gaz à effet de serre ». Ça paraît littéralement impensable. Non, là, c'est vrai. La diplomatie et la situation internationale nous habitués à l'impensable. On a vu, après tout, pendant des années, Arafat, qui avait juré la disparition d'Israël, s'asseoir à la même table et discuter un jour. C'est vrai. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une qualification qui ne va cesser de croître. Biden l'a appelé criminel de guerre. Voilà, d'une qualification de crime de guerre. Et on sait comment tous les grands criminels de guerre, depuis une trentaine d'années, ont fini. Il n'y en a pratiquement pas un qui s'en soit tiré indemne. Alors, vous avez mentionné le nom du président français, Macron. Il était très actif sur ce dossier en téléphonant régulièrement à droite à gauche. Là, de ce côté-ci, ça a un peu ralenti. Est-ce qu'il a, il a compris qu'il ne fallait pas trop en faire Ou est-ce que c'est la présidentielle qui... Il a peut-être mesuré qu'il avait été un petit peu trompé par Poutine. En outre, ça ne donnait rien, que Poutine était aussi prêt au dialogue qu'un mur. Donc ça, l'Élysée s'en est plaint régulièrement. Et puis, tout ce qu'ont donné ces contacts, y compris quand ils étaient redoublés par un coup de fil du chancelier fédéral allemand, Olaf Scholz, ça ne donnait pas davantage de résultats, parce que, comme il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la diplomatie, mais il n'est vraisemblablement pas encore tout à fait arrivé. Et que ouvrir les négociations aujourd'hui, c'est laisser Poutine répéter absolument les mêmes choses en boucle, les mêmes conditions, et c'est quelque part lui offrir un porte-voix, qu'on n'a pas à faire ce travail-là. Il vaut mieux laisser Poutine, c'est horrible à dire, mais s'enliser davantage dans le terrain militaire pour de lui-même arriver avec un autre langage ou un autre style de langage, avant de parler de négociation, arriver, disons, à discuter avec ses interlocuteurs occidentaux de façon un peu plus fructueuse, un peu plus constructive. Pour l'instant, on n'y est pas, mais je crains que les Occidentaux, que ce soit Biden, Macron, Scholz ou d'autres, n'aient absolument aucune prise sur Poutine, mais je dis bien aucune, et que seule la réalité du terrain en Ukraine permette d'infléchir l'intransigeance de Poutine. Ce sera le seul facteur susceptible de le faire évoluer. Et encore une fois, le terrain, eh bien, ça repose sur la combativité et l'héroïsme des forces ukrainiennes. Donc on revient littéralement au corps à corps. Et c'est ville après ville, dans cet énorme ensemble géographique que constitue l'Ukraine, que se trouve la possibilité, à la fois l'origine de la crise et la possibilité aussi d'en sortir. Si on veut sortir de cette crise, il faut que l'Ukraine soit suffisamment résistante et la Russie suffisamment en échec. C'est le seul moyen de s'en sortir. Mais, soyons honnêtes, il y a 3 semaines, il nous était difficile d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, il semble bien que la Russie éprouve de vraies difficultés, d'où par exemple les rumeurs assez fondées de recours à la Chine pour obtenir une aide. Ça ne sont quand même pas de très bons signes pour la Russie. Je ne crois pas à une évolution intérieure du régime russe, mais je crois quand même qu'au niveau extérieur, la Russie se sent assez isolée. La preuve, c'est qu'elle va chercher la Chine pour la secourir. Et là, je ne pense pas que les Occidentaux soient audibles, mais ils ne sont pas recevables pour Poutine. Mais il faut bien observer le fait que la Chine discute avec la Russie, et je trouve finalement très bien joué de la part de Biden d'utiliser la Chine comme un moyen de discuter indirectement avec Poutine.
Merci beaucoup Christian. Comme vous l'avez dit, il y a un temps pour tout et c'est le temps de terminer maintenant cette émission. Je vous remercie de l'éclairage que vous venez de nous apporter et nous nous reverrons pour parler de la suite de cette situation tragique. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.